Bonjour à tous, bienvenue à cette première rencontre de l'année sur le thème des nouveautés et actualités 2025 en DSN, déclaration sociale nominative. Je me présente, je suis Stéphanie Masson, conseillère en entreprise à la MSA Grand Sud et je serai accompagnée de mes homologues de la MSA du Languedoc, Patrick Bernier et Hervé Grasselin. Pour commencer, quelques petites consignes. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. Pensez à vous identifier en précisant vos noms, prénoms et adresse mail, ce qui nous permettra de revenir vers vous si nécessaire. Deuxième petit point, afin d'améliorer nos échanges, en fin de réunion, vous aurez un questionnaire de satisfaction mis aussi dans le fil de discussion. Nous vous invitons à le compléter pour connaître votre avis et améliorer nos futurs échanges. Enfin, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur les sites de la MSA du Languedoc et du Grand Sud. Ils seront donc mis à disposition très prochainement. Voilà, donc pour commencer, nous allons regarder le sommaire. Donc, en premier, nous allons parler des actualités réglementaires et des taux de cotisation. Puis, nous parlerons des fiches de paramétrage. Ensuite, des bonnes pratiques DSN. Nous continuerons par les anomalies en DSN. Puis, le service en ligne, notamment un petit focus sur le nouveau service en ligne santé sécurité au travail. Et nous finirons par la rectification technique des cotisations et des assiettes. Voilà, donc je laisse la main à mon collègue Patrick pour parler du premier point, donc qui est les actualités réglementaires et les taux de cotisation. Bonne réunion. Merci Stéphanie pour cette introduction. Donc, je vous souhaite la bienvenue, et je suis Patrick Vernier, conseiller en entreprise à la MSA du Languedoc. Et donc, nous attaquons sur les actualités réglementaires et les taux de cotisation. Donc, sur 2025, l'actualité est assez légère, compte tenu que la loi de finances de sécurité sociale 2025 n'est toujours pas adoptée. Donc, les changements qu'il y a pu y avoir, c'est le plafond mensuel de sécurité sociale qui passe à 3 025 €. En ce qui concerne le SMIC, les valeurs sont celles qui ont été actualisées au 1er novembre 2024. Donc, pas de changement sur ce début d'année 2025. Vous allez pouvoir retrouver les taux de cotisation légaux et les taux de cotisation AT sur nos sites, donc MSA Grand Sud et MSA Languedoc, voire sur le site de la MSA nationale. Vous avez les liens pour y accéder. Même si tout n'est pas encore mis à jour sur les sites, vous avez déjà en ligne les taux AT. Voilà, le petit focus qu'on fait spécifiquement sur les taux AT, c'est voilà, c'est les trois taux. Donc le taux AT du personnel du bureau qui reste fixé à 1,15 pour cette année, comme en 2024. Le taux accident du travail pour les apprentis qui diminue de 1,99 à 1,95. Et le taux accident du travail des travailleurs handicapés, des ESAT, qui est fixé à 1,77. Sur le taux apprenti, donc quelle que soit l'activité de l'entreprise, du moment que la qualité du salarié est apprenti, c'est ce taux-là qu'il faut appliquer, 1,95. Sur l'assurance chômage et le dispositif du bonus-malus, donc le dispositif a été prolongé jusqu'au 31 août 2025, selon les règles actuelles et en application de la convention d'assurance chômage. Donc, les taux qui ont pu être notifiés en septembre 2024 s'appliquent jusqu'à cette période du 31 août 2025, sans changement. À noter que concernant la cotisation de l'assurance chômage, qu'il est prévu une baisse de cette cotisation de 0,5 qui ramènera donc le taux de cotisation à 4% à effet du 1er mai. Donc, un point particulier sur la codification de la retraite complémentaire. Donc, RUA, régime unifié Agir-Carco. Donc, je vous ai mis un lien aussi qui vous renvoie sur la publication qui est faite par rapport à ce sujet-là.
Et la nouveauté, donc à compter de 2025, c'est que cette cotisation RUA, donc retraite complémentaire Agirc-Arrco, doit être déclarée uniquement sous le code DSN 131. Donc c'est un code que vous renseignez dans le bloc individuel, hein, bloc cotisation S21 G0081. Jusqu'à présent, vous pouviez faire continuer à déclarer cette cotisation sous le code 105. Donc désormais, ce n'est plus possible. Par contre, sur l'antérieur, il est possible, voilà, si vous aviez fait des déclarations initiales sur le code 105, de continuer à l'utiliser. Vous pouvez également utiliser le code 131, même si vous ne l'aviez pas déclaré sur les années précédentes. Il y aura le lien se fera entre les codes 105 et 131. Mais voilà, pensez bien à mettre à jour vos logiciels de paye avec le code 131 pour cette cotisation de régime unifié Agirc-Arrco. Par contre, il n'y a pas de changement sur la déclaration de la réduction générale des cotisations Agirc-Arrco, qui est toujours à renseigner en bloc cotisation individuelle sous le code DSN 106. On a souhaité faire également un petit focus sur l'APCITA, hein, donc la cotisation association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture. Donc c'est une spécificité agricole, hein, et cette cotisation APCITA est déclarée à la MSA sous le code de cotisation 092, mais uniquement pour les salariés cadres cotisant à la CCPMA. Donc on va retrouver notamment, c'est le cas des organismes agricoles. Si vous devez déclarer de la cotisation APCITA pour des entreprises de production agricole, la MSA n'a pas de délégation de gestion sur cette branche. À ce moment-là, et toujours pour la branche de la production agricole, la cotisation APCITA doit être déclarée sous le code 059, qui est également un code de cotisation prévoyance. Et pour rappel, le taux de la cotisation APCITA est de 0,06%. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que la cotisation APEC, donc un code DSN 132, n'est pas à déclarer en MSA. En informations diverses. Donc l'exonération de travailleurs occasionnels n'évolue pas, hein. Il était prévu une évolution, mais toujours par manque de présentation et de vote de la loi de finances de sécurité sociale 2025, le seuil d'exonération totale des cotisations patronales est maintenu à 1,25%. Il est progressif, hein, mais ça, c'est une notion que vous devez connaître normalement. La norme de dépôt DSN. Donc maintenant, on est en 2025, hein, donc il y a eu une mise à jour et une nouvelle norme donc doit être appliquée pour déposer vos DSN à partir vos DSN du mois de janvier. Et on est en norme donc 2025.1. Voilà, donc si vous n'êtes pas dans cette norme-là, vous aurez un rejet de votre dépôt DSN, mais là aussi c'est quelque chose d'habituel chaque année. Juste pour un petit point qui concerne une de notre entreprise sur le Languedoc, hein, qui est une entreprise, une CKE, hein, donc une société d'intérêt collectif agricole d'électricité. Il est prévu, il est applicable maintenant une nouvelle cotisation, du compte professionnel de prévention. Il s'agit d'un code DSN 143. Voilà pour les actualités et informations 2025. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, a priori, non. Donc, je vais passer la... On a juste quelqu'un qui nous redemandait s'il pouvait avoir le support de cette vidéo. Comme nous l'avons dit, peut-être qu'elle nous a rejoint après, ils seront en ligne sur notre site très prochainement. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas pu noter toutes les informations. Le PDF correspondant sera en ligne très prochainement. Voilà. Parfait. Donc, je
nous passons la main à Hervé pour la suite de la présentation. Non, c'est plutôt à moi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Donc, dans un premier temps, ces fiches sont disponibles sur le service en ligne Mes attestations professionnelles de l'espace privé MSA des entreprises, uniquement pour les organismes ayant donné délégation de gestion à la MSA, ou sur le tableau de bord DSN. Pour Mutualia, petite précision, les fiches ne remontent que sur le service en ligne Mes attestations professionnelles. Pour information, ces fiches ont été éditées juste avant Noël dans nos départements. Et ensuite, nous vous conseillons de consulter le site Agrica, puisque ces fiches ont un taux fixé à 2, ne mentionne que 2 décimales, alors que le taux fixé par Agrica est à 3 décimales. Et une petite précision complémentaire, ces fiches ne sont peut-être pas à jour par rapport à des données, des courriers que vous auriez reçus, mais à aujourd'hui, Agrica ne nous a pas communiqué de changement. Nous n'hésiterons pas à reproduire des fiches de procédure si nous avons des informations complémentaires d'Agrica dans un second temps. Voilà. Ensuite, concernant les sites partenaires, donc vous avez des sites que nous vous invitons à consulter pour regarder donc les barèmes, tout ce qui est répartition par ouvrière, par patronale, les tableaux de garantie, etc. Donc pour le partenaire Agrica, pour les accords applicables aux salariés non cadres de la production agricole et des entreprises du territoire, c'est le site masantéprev-agricole.org, et pour l'accord national des salariés du paysage, c'est le site masantéprev-paysage.org. Pour le partenaire AESIA concernant les exploitations agricoles du Gard et de l'Hérault, c'est le site aesio.fr, et ensuite vous allez sur convention collective, convention départementale. Voilà. Donc maintenant, je passe la main à Hervé pour vous parler du troisième point qui est les bonnes pratiques en DSN. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Donc Hervé Garcia, je suis conseiller en entreprise sur la MSA Languedoc et je travaille directement avec et en coordination avec Patrick Verny. Donc nous allons aborder toute une série de bonnes pratiques sur la DSN. Donc on souhaitait donc vous alerter sur ces différentes bonnes pratiques afin de sécuriser, les données que vous pouvez véhiculer dans vos DSN, et deux, de nous permettre de vous contacter au plus près en cas de difficulté. Donc la première des bonnes pratiques, c'est la mise à jour des coordonnées médiatiques des référents DSN. Donc ça se gère dans le bloc 10, 002. Veillez à mettre à jour régulièrement, si toutefois il y a des modifications, naturellement, à la fois les noms, prénoms des personnes à contacter, leur téléphone et leur adresse mail. Pourquoi? Parce que en cas de besoin, c'est sur ces données que nous allons nous reposer pour vous contacter. Donc c'est tout à fait important. Alors, deuxième bonne pratique, nous allons cette fois-ci parler des contrats d'affiliation et contrats de prévoyance. Donc là, il y a 2 niveaux d'information. Le premier niveau d'information qui est de niveau entreprise, dans le bloc 15. Donc là, il faut veiller, on en reparlera tout à l'heure, il faut bien veiller à bien enregistrer les données conformément aux fiches de paramétrage que vous pourrez retirer. Donc c'est dans le bloc 15. Par contre, il y a un deuxième niveau qui est également important d'information qui concerne les salariés. Donc vous avez le niveau entreprise où vous avez tous les contrats souscrits par l'entreprise et vous devez décliner, selon le cas naturellement, les affiliations de chaque salarié en prévoyance. Donc que ce soit en décès, en GIT ou en complémentaire frais de soins. Et pour la garantie incapacité de travail, alors selon les accords départementaux, vous pouvez avoir une date d'effet d'ouverture des droits. Par exemple, dans l'Hérault et dans le Gard, il y a la GIT prend effet à 6 mois. Donc, vous pouvez, dans le bloc 70, gérer cette date d'affiliation. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer et à le gérer directement afin de sécuriser, les droits et les cotisations de vos salariés.
Troisième bonne pratique, cette fois-ci, on va vous parler des périodes de rattachement. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez globalement, mais on souhaite vous alerter dessus. Pourquoi? Parce que si cette bonne pratique de respecter les périodes de rattachement pour la régularisation n'est pas respectée, ça peut impacter, les cotisations dues par vous, employeur, ou éventuellement les droits des salariés. Donc c'est tout à fait primordial. Donc de façon générale, il faut être en alerte pour toutes les régularisations. Il faut bien penser à mettre des périodes de rattachement, le déclarer par salarié et par branche de cotisation. Donc, mois, par salarié et par branche de cotisation. Le cas échéant, on risque d'avoir de grosses difficultés à intégrer les informations avec un impact sur ce qui est dû par les employeurs, donc le montant des cotisations, et éventuellement les droits des salariés. Donc, soyez très vigilants à ce point-là, surtout, et ne pas faire de régularisation globale sur un mois et pour une année civile. Alors, on vous a mis également donc la fiche consigne que vous retrouverez sur Net Entreprise, la fiche 1317, dans laquelle vous retrouverez le petit schéma qu'on vous a mis et qui vous reprendra le principe global et général de ces régularisations. Autre bonne pratique. Donc là, on va vous parler des données essentielles pour les calculs assurés par la MSA. Donc, globalement, il y a différents blocs de la DSN. Vous avez le bloc 40 qui concerne le contrat de travail, le bloc 53 qui concerne l'activité, les blocs 51, 52, 54 qui, eux, concernent la rémunération, et puis les autres blocs 81, 86, etc., qui relèvent cette fois-ci plus de cotisations. Alors, au-delà de ces blocs que vous connaissez, que vous maîtrisez, on souhaitait faire un petit focus sur les incohérences qu'on a pu souvent identifier, incohérences qui peuvent ressortir d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, sur le service en ligne d'anomalies. Donc, de façon régulière, on en a noté 5 principales qui ont attiré notre attention. Les incohérences sur le bloc contrat de travail, entre la rubrique 002 et le bloc 040. Donc là, on a très souvent une incohérence entre le statut conventionnel du salarié et le code de risque. Attention, il faut bien être cohérent par rapport au statut conventionnel. Si toutefois vous avez un employé administratif, il faut bien décliner dans la rubrique 40 le code risque accident du travail en rajoutant un petit b après le code de risque de l'entreprise. Donc là, très souvent, on peut se retrouver avec un employé administratif, mais pour lequel on a un taux technique, d'où l'anomalie. Deuxième type d'anomalie qu'on retrouve de façon assez récurrente, ça concerne cette fois-ci les déclarations sur les travailleurs occasionnels. Donc très souvent, les employeurs omettent de déclarer dans le bloc activité 53 le nombre de jours. Donc faites bien attention pour les travailleurs occasionnels. Il nous faut naturellement déclarer l'activité, le nombre d'heures, mais également le nombre de jours. C'est ce nombre de jours qui nous permet de contrôler les 119 jours de réduction de cotisation pour les travailleurs occasionnels. Donc là également, si pour un travailleur occasionnel, cette mention fait défaut, vous aurez une anomalie. Autre contrôle de cohérence qui est très important, il faut absolument qu'il y ait cohérence entre l'activité déclarée dans le contrat de travail, dans le bloc 40, et l'activité globalement déclarée dans le bloc 53. De façon assez régulière, on se retrouve avec une activité déclarée dans le contrat de travail. Je vais vous prendre un exemple, un contrat qui est à plein temps, donc vous avez 35 heures par semaine dans le contrat de travail, 151,67 h mensualisées, et dans l'activité, on se retrouve avec une activité inférieure. Il faut absolument que le total de l'activité, entre les heures rémunérées et les heures d'absence, soit équivalente au contrat de travail. Le cas échéant, ça peut avoir un impact, notamment sur le calcul des seuils, qui s'applique pour les réductions de cotisation et qui s'applique également à certaines branches de cotisation. On peut parler notamment du complément allocation familiale, le complément maladie. Donc s'il y a une divergence, attention, ça peut en avoir un impact sur les contrôles de certaines cotisations et réductions.
Et enfin, dernière cohérence, il faut bien regarder dans le bloc 53 que l'activité, le nombre de jours calendaires, donc là qui correspond à un code 40, hein, soit bien déclaré en fonction du nombre de jours du mois civil. Seul cas de proratisation, les entrées et sorties en cours de mois. Alors ce code permet à vérifier cette fois-ci les plafonds. Donc éventuellement pour proratiser le plafond de la sécurité sociale, notamment pour les cotisations retraite. Donc c'est tout à fait important d'être vigilant sur ce point-là. Voilà pour les quelques incohérences qui sont assez régulièrement relevées. On va passer à une nouvelle bonne pratique qui concerne cette fois-ci le versement mobilité. Alors, cette fois-ci, le versement mobilité ne figure pas encore dans les anomalies que vous pourrez retrouver dans le service en ligne. Ce sera très prochainement chose faite. Mais on souhaitait toutefois faire un petit focus à la fois sur la réglementation, qui n'a pas évolué en elle-même, mais surtout sur les bonnes pratiques déclaratives. Donc, un petit rappel très rapide sur la réglementation, mais ça, vous le maîtrisez, je pense. Donc, les contributions, versement mobilité et versement mobilité additionnel, ex-versement transport. D'ailleurs, en ce moment, on en parle pas mal au niveau politique parce qu'il y a dans les tuyaux une éventuelle hausse de ces versements mobilité. Donc, c'est la participation des entreprises au financement des transports en commun. Elles sont dues par les employeurs occupants plus 11 salariés plus tout établissement confondu dans le périmètre de transport urbain des collectivités ou groupements qui ont institué ces versements. Donc le principe est le suivant. Les salariés sont pris en compte dans l'effectif de la zone où se situe l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits. Peu importe au départ le lieu de travail effectif des salariés. Petite évolution dans le temps. Donc, pour les salariés qui exercent leur activité plus de 3 mois consécutifs en dehors de l'établissement où l'employeur tient le RUP, il sera tenu compte au bout de 3 mois du lieu où est exercée cette activité. On vient cette fois-ci sur le paramétrage, donc effectivement, du versement mobilité. Donc là, on n'a pris que l'exemple du versement mobilité avec un code cotisation 081. Le versement mobilité additionnel avec un code cotisation 82 se gère globalement de la même façon. Donc on est dans la rubrique de cotisation 81 qui concerne les cotisations avec un code cotisation 80 versement mobilité. Le code INSEE commune doit être paramétré dans la rubrique 005. Et c'est le code commune qui correspond au taux de cotisation que vous appliquez. Alors très souvent, on nous demande comment retrouver ces taux, etc. Alors c'est vrai que sur le site des MSA, on fait apparaître uniquement les modifications de taux qui, en général, sont biannuelles. Il y a des évolutions au 1er janvier et au 1er juillet. Toutefois, on vous a mis donc le lien pour aller sur nos sites. Alors, sur le site, msa.fr, hein, c'est pas sur le site MSA Languedoc ni MSA Grand Sud, mais msa.fr. Vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet de paramétrer soit le code postal, soit le code commune INSEE de la commune sur laquelle vous avez un doute, et ça vous permet d'afficher en temps réel les taux versement mobilité et versement additionnel. Donc si vous avez le moindre doute, 1, vérifiez le taux applicable dans la commune sur laquelle vous avez le doute, et 2, pensez à bien paramétrer le code INSEE de cette commune avec le taux versement mobilité qui y correspond, dans les rubriques 005 pour le code INSEE, rubrique 007 pour le taux de cotisation. Voilà, nous nous sommes retrouvés avec pas mal de divergences sur le versement mobilité. Alors, on avait un peu de tout, où le code commune INSEE n'était pas saisi, donc là, compliqué pour vérifier le taux de cotisation, ou alors il était saisi avec un code commune qui ne relevait pas du versement mobilité, avec des difficultés en aval pour reverser aux organismes les montants déclarés. Donc soyez très très vigilants sur ce point-là. Voilà un petit peu pour terminer donc sur ces bonnes pratiques.
Si je peux rajouter juste un point, Hervé, sur ce que tu viens de dire juste dernièrement, là. On a aussi des fois, au niveau du paramétrage de le numéro SIRET de l'établissement qui apparaît. Donc voilà, et, il est important de mettre à jour vraiment alors dans le contrat, hein, le numéro SIRET apparaît dans le contrat. Mais voilà, vraiment sur la cotisation, c'est vraiment ici qu'il faut gérer ce code INSEE commune pour que voilà, pour qu'on ne puisse ne pas vous faire des signalements d'anomalies qui ne seraient pas justifiés, puisque effectivement il n'y aurait pas eu une mise à jour. Hein. Donc pensez bien à mettre ce code INSEE dans la rubrique individuelle 081. Voilà pour cette dernière précision. Eh bien, je te laisse la parole, Patrick. On va aborder cette fois-ci les anomalies en DSM. Donc, les anomalies en DSN, alors c'est un sujet dont on vous a fait déjà part en 2024, hein, mais voilà, on souhaitait quand même repréciser certaines choses et remettre un peu l'accent sur ce qui apparaît en 2025, et notamment la mise en production de ce qu'on appelle un compte rendu métier 130. Qui permet de faire des signalements dès le dépôt d'une DSN. Hein. On peut émettre des signalements d'anomalies sur des choses qui nous semblent incorrectement paramétrées et qui remontent via ce CRM 130. Alors, l'idée de ce moteur de calcul, c'est d'être très réactif et de faire remonter ces anomalies directement auprès du JPMDS, hein, via le net CRM et une alimentation de votre logiciel de paye. Alors là, évidemment, il faut que vous ayez un logiciel de paye auprès d'un éditeur qui a développé cette fonctionnalité. Mais sachez que normalement, tous les éditeurs vont de toute façon être amenés à passer à développer ce CRM 130 aussi pour que voilà, ça soit alimenté directement dans vos logiciels. Donc ce CRM 130, il a été mis en place au 1er octobre 2024. Où on avait une 29 signalements qui étaient remontés. Et là, à partir de 2025, on rajoute des contrôles, donc une vingtaine de contrôles. On va le voir juste après cette slide. Et voilà, le CRM 130, en fait, donc ça c'est une vue d'une DSN URSSAF, hein, mais voilà comment ça se présente. Et en fait, vous avez possibilité de retrouver les données via ce CRM. Les données en anomalie que la MSA vous fait remonter via cet accès CRM. Au niveau de la mise en production, hein, donc vous voyez qu'on avait quand même balayé pas mal d'anomalies, hein, donc aussi bien de l'absence de cotisation que de l'incohérence d'assiette, voilà. Donc avec un visuel aussi dans les téléservices, hein, MSA, donc le CEL. Hein. Vous voyez ici en production CEL ou publication fiche consigne CEL. Donc ça, on va le voir aussi après. Mais c'était des signalements qu'on vous mettez aussi dans les anomalies directement via les téléservices, visualiser et vérifier mes DSN. Voilà, donc il y a la partie CRM 130 et il y a la partie aussi du service en ligne MSA. Donc ça, c'était les anomalies remontées au 1er octobre 2024. Et donc en avril 2025, nous allons mettre à disposition, via ce CRM 130, ces 20 ou 19 anomalies supplémentaires. Voilà, le but est effectivement étant au fur et à mesure d'enrichir ce CRM 130 pour vous simplifier aussi la tâche, hein, puisque ça remonte une fois encore directement dans vos logiciels de paye. Donc je vous laisserai prendre aussi, hein, si vous téléchargez le support, hein, je vous laisserai prendre connaissance des anomalies qui vont remonter via ce CRM 130.
Donc, je vais vous en parler juste avant. Donc, le service en ligne visualiser et vérifier mes DSN. Donc, ça vous permet d'accéder mensuellement après dépôt de vos DSN avec un délai un peu plus important que le CRM 130, mais d'accéder aux informations que vous nous transmettez via les DSN. Vous avez donc possibilité de consulter les dépôts donc sur un historique de 12 mois. Si vous êtes un tiers déclarant, vous avez un accès uniquement sur les 3 derniers mois. Et vous avez donc à travers ce service en ligne, vous avez accès aux cotisations globales que vous nous déclarez. Vous avez accès aux détails des cotisations transmises, ce qui peut vous permettre aussi de voir qu'il y a un déphasage entre ce que vous pensez nous transmettre et ce que nous, on réceptionne. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque part un défaut de paramétrage. Mais voilà, donc ça vous permet aussi de faire ce lien-là. Et vous avez, quand vous cliquez donc sur, je reviens un peu en arrière, mais quand vous cliquez voilà, sur les anomalies, accès anomalies, vous accédez aux détails. Donc, aussi bien des cotisations absentes, incohérence de taux ou d'assiette. Et voilà, en cliquant sur l'item choisi, bien, vous avez une arborescence avec donc le salarié ou les salariés qui sont concernés par cette anomalie. Et vous avez également une fiche de correction qui vous permet de vérifier le paramétrage voilà, que la MSA attend en fait, pour recevoir les bonnes données. Mais ça, normalement, c'est quelque chose aussi que vous devez connaître puisque ça a quelques mois d'existence maintenant. Donc voilà, quand vous cliquez sur la fiche de correction, vous accédez à ce genre de fiche. Donc là, par exemple, c'était l'incohérence de taux sur la cotisation accident du travail. Voilà, vous avez des vérifications à faire voilà, avec votre logiciel pour voir si effectivement tout est correctement codifié. Et c'était pour faire le lien aussi avec ce que vous disiez Hervé tout à l'heure sur notamment le taux AT pour un personnel administratif qui aurait été mal déclaré. Voilà, donc on a reprécisé cette fiche-là, mais vous avez une fiche pour toutes les anomalies qui vous sont remontées. Et je passe la main maintenant à Stéphanie, et je ne me trompe pas. Donc, Stéphanie, qui vous présente le point suivant. Non, c'est bien moi. Alors, nous allons parler du nouveau service en ligne santé sécurité au travail. Donc, ce service en ligne a été mis en place en début d'année. Il permet aux établissements agricoles employeurs de main-d'œuvre d'avoir un point d'entrée unique pour effectuer toutes les démarches de consultation et d'autres demandes associées à ce domaine. Donc, à aujourd'hui, dans le service en ligne, vous avez cet onglet santé sécurité au travail et vous pouvez consulter vos documents, que ce soit vos fiches d'entreprise ou vos comptes rendus d'action en milieu de travail. Par exemple, si vous avez eu une visite d'entreprise, une étude sur le bruit, etc. Ces documents, ils ont un archivage de 2 ans à aujourd'hui. Et en cours de déploiement, nous avons 2 autres fonctions qui seront bientôt mises en ligne. C'est l'accès à vos contacts. Donc, vous aurez pour chaque entreprise le médecin référent, le conseiller en prévention et l'infirmière référente. Et vous pourrez prochainement demander des rendez-vous pour une visite médicale, que ce soit pour une visite de reprise ou une visite à votre demande. Voilà, donc un service que je vous invite à consulter si vous êtes concerné. Voilà. Donc, pour le dernier point, je laisse la main à Hervé qui va vous parler de la rectification technique des cotisations et des assiettes. Oui, merci Stéphanie. Donc, effectivement, nous allons aborder, donc c'est un peu moins glamour comme thématique, mais c'est tout à fait important, la rectification des cotisations. Donc, globalement, on va reprendre un petit peu le contexte. C'est pour la MSA, la rectification technique, c'est le dernier acte de la fiabilisation des DSN lorsque les régularisations n'ont pas été prises en charge par le déclarant. Donc, cette procédure, elle est précédée par un signalement exhaustif des anomalies dans l'espace privé et désormais progressivement par le CRM 130.
Elle est suivie par une interlocution organisée par la caisse de MSA compétente, donc que ce soit par mail, par téléphone, par rendez-vous, et par un délai de mise à jour des informations et de rectificatives. Si l'employeur passé un délai de 30 n'a pas effectué ces rectificatives, nous allons notifier les écarts entre la DSN déclarée et les informations attendues. Et passer un délai de 30 jours dont l'entreprise dispose pour faire valoir ou ses observations ou engager la rectificative. Si l'entreprise n'a pas apporté les modifications nécessaires, auquel cas la MSA mettra en recouvrement par le processus de la rectification technique les écarts. Donc, le petit schéma qui est en bas reprend bien la situation. Tout part de la DSN telle qu'elle est déclarée par les employeurs. Nous reprenons les informations et nous reprenons tout cela avec dans notre moteur de calcul. S'il y a des anomalies, hop, ça peut partir soit sur les services en ligne MSA d'anomalies, soit sur le CRM 130, pardon, et à notre niveau, nous intégrerons les écarts de calcul. S'en suivra la période d'interlocution, donc de contact entre les employeurs et la MSA. Si la rectification n'est pas engagée, il y aura cette fois-ci une lettre de notification qui stipulera les écarts, et cette lettre de notification ouvre un délai de 30 jours aux entreprises, délai réglementaire naturellement, pour soit formuler les observations, soit engager les rectificatives. Passé ce délai, on engage les rectifications techniques. Alors, rectification technique qui, naturellement, va s'accompagner de pénalités, qu'on va voir dans la slide suivante. Merci Patrick. Donc, dans la procédure de rectification technique, les pénalités sont appliquées pour chaque écart, pour chaque salarié et pour chaque mois. Donc, si on a un écart ou une anomalie détectée qui n'est pas rectifiée, potentiellement, la MSA appliquera pour chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque anomalie, une pénalité de 14 € qui représente un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc c'était à 13 € en 2024, désormais en 2025, ça passera à 14 € par salarié. Donc attention, ça peut très vite être des sommes importantes en termes de pénalité, 14 € par salarié et par mois, et en termes de majoration de retard. Donc, d'où l'intérêt de bien travailler en amont sur tout ce qui est fiabilisation, vérification des anomalies et DSN rectificative. Si ce processus n'est pas respecté, effectivement, la MSA engagera les rectificatifs techniques avec les pénalités et les majorations de retard. Donc, une fois ce principe général vu, nous allons venir sur une opération que nous engageons déjà depuis 2 ou 3 ans, à la demande des partenaires d'ailleurs, notamment Agrica, qui nous demande d'effectuer une opération annuelle de vérification et de fiabilisation des déclarations au titre de la prévoyance. Donc ça fait 2-3 ans que nous avons engagé ces opérations. Et donc, dans le courant du premier trimestre 2025, les entreprises qui ont des écarts, pour lesquelles nous avons constaté des écarts, donc ça, soit c'est des écarts de déclaration des salariés qui ne sont pas déclarés sur la prévoyance alors que nous l'attendons, soit c'est des écarts de taux. Donc nous allons produire ces écarts aux entreprises par une notification. Donc sur la notification figurera naturellement le nom des salariés. Par contre, les détails seront accessibles uniquement sur l'espace privé des entreprises. Donc attention, la notification sera générale et globale et les entreprises auront accès aux détails des salariés, des périodes, des mois concernés uniquement sur leur espace privé. Une fois cette notification faite, on reprend le schéma classique des rectifications générales. Les entreprises auront 30 jours, donc à compter de la réception de la notification, pour faire part de leurs observations. Alors attention, afin d'être réactif et de proposer effectivement
un service optimal aux entreprises, on mettra en place, donc, sur les 2 caisses, Grand Sud et Languedoc, une adresse mail spécifique pour produire ces observations. Donc l'adresse mail sera notifiée, donc figurera, pardon, dans le document de notification. Donc ça devrait vous permettre d'être réactif, de nous transmettre les informations, et dans le délai de 30 jours. Passé ce délai, les écarts seront mis en recouvrement et il n'y aura plus de possibilité de rectificatif. Donc, soyez très vigilants, à la fois, aux notifications qui vont vous être données et aux détails que vous pourrez récupérer sur vos espaces privés. 2, au délai de 30 jours. Et 3, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail qui figurera sur les notifications afin de nous permettre de suivre le dossier, d'avoir une meilleure réactivité. Voilà pour ce principe donc des rectifications. Je vais juste rajouter un point, Hervé, si tu me permets. C'est la notification qui va être transmise aux entreprises et non aux tiers déclarants. Donc là aussi, si vous êtes tiers déclarant, bon, on va faire une communication, mais pensez bien à éventuellement relayer cette communication auprès de vos entreprises pour qu'ils vous transmettent cette notification. Parce que le délai est contraint et si les éléments d'observation ne sont pas transmis dans les délais, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc là aussi, pensez bien que voilà, à demander à vos entreprises de vous transmettre la notification s'il y avait quoi que ce soit à réaliser par la suite. Merci Patrick. Voilà. On va pouvoir donner la parole donc à Stéphanie. Oui, alors écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc justement, est-ce que c'est le moment si vous avez des questions à nous poser, parce que nous n'avons pas eu beaucoup aujourd'hui. On avait une question sur donc un cabinet comptable qui nous demande pour la CCN CUMA, un salarié cadre, savez-vous qui collecte la retraite supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, donc, pour la retraite supplémentaire, la MSA n'a pas de délégation de gestion. Donc, s'il y a une cotisation retraite supplémentaire qui doit être déclarée, elle doit être déclarée directement auprès de l'organisme où a été souscrit le contrat. Voilà, puisque là aucun des organismes gérant ce type de cotisation ne nous a donné de délégation. Donc, si c'est Agrica, CPCEA, il vous faut retourner auprès de la CPCEA, ou après, ça peut être un autre assureur. Mais là, il faut voir avec l'entreprise auprès de qui elle a pu souscrire un contrat pour la retraite supplémentaire. Sachant que cette retraite supplémentaire, donc, elle s'applique pour la convention collective nationale des CUMA et de la production agricole, et pour les salariés qui ont plus de 12 mois, qui ont 12 mois d'ancienneté. Voilà pour cette question. Je pense je n'ai rien vu d'autre dans le fil de discussion. Non, il n'y a rien d'autre. Hein. Nous avons tout dit. Voilà. Donc, nous vous rappelons que ces webinaires, cette vidéo sera mise en ligne sur nos sites. Donc, vous avez les droits exacts, vous pourrez les retrouver très prochainement. Voilà, donc sur Languedoc ou sur Grand Sud, toujours au niveau de la rubrique employeur, et d'un côté à l'accompagnement et conseil aux entreprises, et l'autre sur un conseiller en entreprise vous accompagne. Voilà. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation nombreuse à cette réunion. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.